Champ magnétique et divergence des plaques lithosphériques. Nous avons vu que la géodésie spatiale permettait de mesurer très précisément le déplacement des plaques lithosphériques. Nous avons vu aussi qu'il existe des mouvements de convergence, mouvements de subduction et de collision, et des mouvements de divergence au niveau des dorsales océaniques. Donc il y avait donc convergence ou divergence des plaques lithosphériques. Nous savons d'autre part qu'il existe un champ magnétique terrestre. D'ailleurs, lors d'études océanographiques, de nombreuses mesures de champs magnétiques ont été réalisées au niveau des fonds océaniques avec les appareils appelés magnétomètres. Les scientifiques se sont aperçus que certaines données apportaient des informations quant à la divergence des plaques lithosphériques au niveau des dorsales océaniques. Nous poserons le problème suivant. En quoi certaines données magnétiques permettent-elles d'apporter des informations sur la divergence des plaques lithosphériques au niveau des dorsales océaniques? Pour répondre au problème, nous discuterons dans un premier temps de magnétisme actuel et de magnétisme fossile. Puis, dans un second temps, nous verrons qu'il existe des anomalies magnétiques au niveau des fonds océaniques. Premièrement, commençons par discuter des champs magnétiques actuels et fossiles. Lorsque nous avons étudié la structure du globe terrestre, nous avons vu que le noyau externe était liquide, situé entre 2900 km et 5100 km. Or, cette partie liquide contient beaucoup de fer. Et il y a des courants à grande vitesse de ce fer liquide. Le déplacement de fer génère des forces magnétiques dans ce noyau externe. Ainsi, nous pouvons dire que le champ magnétique terrestre est l'ensemble des forces magnétiques générées par le déplacement de fer liquide dans le noyau externe, à l'origine des pôles magnétiques terrestres. En réalité, ce champ magnétique terrestre est la conséquence d'écoulement de matière ionisée dans le noyau terrestre. Ce champ magnétique terrestre est assimilable à un champ magnétique qui serait créé par un aimant placé au centre de la Terre. Alors, je vais donner quelques informations dont certaines j'ai tirées à partir du site concernant le National Geographic. Il faut différencier le pôle nord géographique et le pôle nord magnétique. Le pôle nord géographique est le point situé le plus au nord de la Terre, où les méridiens, qui représentent donc la latitude, et les fuseaux horaires se croisent, donc convergent. Le pôle nord magnétique, quant à lui, il désigne un point qui se déplace et où le champ magnétique de la Terre pointe vers le bas. L'aiguille des boussoles est attirée par ce point et nos systèmes de localisation et de navigation modernes reposent en partie sur ces notions ou sur cette utilisation. Le pôle nord magnétique se déplace de manière aléatoire. Il a été situé pour la première fois en 1831 par James Clark Ross dans la région du Canada. Il se dirige vers le nord géographique
qu'il va bientôt croiser avant de se diriger vers la Sibérie. Alors, nous parlons là en 2021. Actuellement, donc en 2021, il se déplace à une vitesse de 55 km par an depuis les années 90, alors qu'avant, il se déplaçait à 10 km par an. Il est difficile d'expliquer cette accélération, mais des scientifiques pensent qu'il s'agirait d'un début de processus d'inversion des pôles nord et sud de notre planète. Actuellement, en 2020, il n'est pas très loin du pôle nord géographique, zone de convergence des méridiens. Mais pourquoi le pôle nord magnétique se déplace-t-il ? Les déplacements seraient influencés par des mouvements chaotiques, selon la revue Nature, c'est-à-dire par des courants à grande vitesse de fer liquide dans le noyau externe, ce qui provoquerait des ondes hydromagnétiques. Ces courants semblent affaiblir le champ magnétique sous le Canada au profit de la Sibérie, faisant ainsi se déplacer le pôle nord magnétique, et ce rythme de variation du champ magnétique reflèterait les mouvements dans le noyau externe. À noter qu'il existe un modèle magnétique mondial, le WMM, qui reprend l'ensemble des fluctuations du champ magnétique. Il est à la base de nos systèmes de navigation GPS modernes et de certains systèmes de gestion militaire comme ceux de l'OTAN. OTAN. Le champ magnétique a l'avantage de ne pas pouvoir être brouillé. Ce système standardisé est régulièrement mis à jour, mais les mises à jour sont nécessaires régulièrement du fait de ces déplacements brutaux. En réalité, le champ géomagnétique international de référence, IGRF, et le modèle magnétique mondial, WMM, sont les deux modèles les plus utilisés pour la navigation. Ces modèles sont révisés tous les 5 ans. Problématique: peut-on, en un point donné de la surface de la Terre, connaître le pôle nord géographique et le pôle nord magnétique? La déclinaison magnétique est, en un point donné de la surface de la Terre, l'angle formé entre la direction du pôle nord magnétique et celle du pôle nord géographique, un angle que l'on peut appeler delta. Donc c'est un angle sur le plan horizontal du point d'observation. Ce champ magnétique terrestre est représenté en tout point de la Terre par un vecteur dont la direction et le sens sont ceux de l'axe sud-nord, de l'aiguille aimantée de la boussole. Ce vecteur est défini par 3 paramètres. L'intensité, exprimée en Tesla, grand T, ou en nanotesla. L'inclinaison est l'angle du vecteur avec l'horizontale du lieu. La déclinaison est l'angle de la composante horizontale du vecteur avec la direction du nord géographique. Alors vous me voyez changer de fiche parce que j'ai préparé mon cours en faisant des fiches, en piochant les informations à droite et à gauche, dont mes connaissances également. Donc je vous invite d'ailleurs à faire des fiches pour chacun de vos cours. À noter qu'il faut bien comprendre que le pôle nord magnétique, nommé ainsi parce qu'il est proche du pôle nord géographique, c'est en réalité un pôle de magnétisme sud
qui attire le pôle nord de l'aimant. En effet, lorsque nous plaçons la boussole, son pôle nord magnétique est dirigé vers le pôle nord géographique. Mais, vu que le magnétisme nord est dirigé vers ce pôle, c'est bien que ce pôle nord géographique est d'un magnétisme sud. Donc vous avez bien remarqué, lorsque vous pointez la boussole, vous pointez le nord en fait. Et comme le nord est attiré par le sud, ça veut dire que le pôle nord géographique correspond, concernant ce pôle nord magnétique, correspond bien à une attirance sud. Bon, attention à la confusion. Nous venons de décrire le champ magnétique actuel. Qu'en est-il du champ magnétique fossile? Chose étrange, la position de l'aiguille d'une boussole proche d'un basalte n'est pas la même si on s'éloigne de ce basalte. Alors, prenons un basalte qui s'est formé au niveau d'une dorsale océanique, ou simplement un basalte pioché dans le plancher océanique, donc dans la partie supérieure du plancher océanique, de la croûte océanique. Alors, donc on a dit, chose étrange, c'est que la position de l'aiguille d'une boussole proche d'un basalte n'est pas la même si on s'éloigne ou si on l'éloigne de ce basalte. Ça veut dire que le basalte, il attire le pôle nord de la boussole. Si on éloigne la boussole, celle-ci réindique le pôle nord magnétique. Cela signifie que le basalte a fossilisé le champ magnétique terrestre au moment de sa solidification après la coulée de lave. Précisons davantage. Les basaltes sont des roches volcaniques. Ils se sont formés par refroidissement d'un magma. Alors on rappelle que la différence globale entre magma et lave, c'est que la lave c'est du magma sans les gaz, et que c'est la lave de ce fait-là qui arrive en surface. Les gaz ont tendance à s'échapper un petit peu avant, puisque les gaz sont moins denses que la lave en elle-même, donc les gaz ont tendance à remonter plus vite. C'est une parenthèse. Donc on a dit que les basaltes se sont formés par refroidissement d'un magma, en réalité refroidissement d'une lave. Mais avant ce refroidissement, donc avant la solidification des minéraux appelés magnétites, qui ont pour formule Fe3O4, donc les minéraux appelés magnétites se sont aimantés selon les caractéristiques du champ magnétique du moment. L'aimantation de la magnétite dans ces basaltes s'est conservée après solidification de la roche suite à la diminution de la température qui a figé ces basaltes. Par conséquent, les basaltes ont gardé en mémoire, on dit aussi ont fossilisé, les caractères du magnétisme terrestre du lieu et de l'époque de leur formation. Un constat étonnant. La mesure du champ magnétique fossilisé dans les coulées de lave superposées a montré, étagé, comme s'il y avait des strates. Donc la mesure du champ magnétique fossilisé dans les coulées de lave superposées a montré que ce champ magnétique terrestre avait subi des inversions au cours des temps géologiques. Étonnant, non? Aujourd'hui, le pôle nord magnétique est proche du pôle nord géographique. La polarité est dite normale.
c'est la polarité actuelle. À d'autres périodes, le pôle nord magnétique était plus près du pôle sud géographique. La polarité est dite inversée. Alors évidemment, entre les deux, il y a les intermédiaires. La radiochronologie a permis de dater avec précision ces inversions pôle nord magnétique, pôle nord géographique, d'une part, et pôle nord magnétique, pôle sud géographique, d'autre part. Donc attention aux a priori lorsque l'on parle de pôle nord magnétique. Vous voyez que ce n'est pas si simple. Alors on rappelle que la radiochronologie, c'est la datation des roches par l'étude de la désintégration d'éléments radioactifs de cette roche. Donc, vous voyez, là j'ai déjà fait 4 fiches, je prends ma 5e fiche. Alors au total, j'en ai fait 9, ces fiches, donc se présentent comme ça. Vous écrivez, c'est comme si vous faisiez un cours en fait. Simplement je fais mes fiches et au lieu de parler directement, bien je les lis. J'explique de temps à autre. Alors, par exemple, imaginons un socle granitique sur lequel une première coulée de lave s'étale. Elle a, disons, moins 3,5 millions d'années et la polarité était normale. La polarité magnétique. Une deuxième coulée, imaginons, il y a moins 2,5 millions d'années, donc au-dessus de la première, montre une polarité inversée. Puis imaginons une troisième coulée, il y a moins 2 millions d'années, où la polarité est normale. Imaginons une quatrième coulée, sur la troisième donc, de moins 1,6 million d'années avec une polarité inversée. Puis imaginons une cinquième coulée à moins 0,7 million d'années avec une polarité normale. Donc nous voyons bien que ces coulées de lave ont enregistré les polarités magnétiques de l'époque à laquelle elles se sont écoulées, enregistrant donc soit des polarités normales, soit des polarités inverses. Parlons maintenant d'anomalies magnétiques des fonds océaniques. Et ce sera le deuxièmement. Donc deuxièmement, anomalie magnétique des fonds océaniques. Nous savons qu'au niveau d'une dorsale océanique, les plaques se forment et qu'il y a des coulées de lave. Donc du lave, c'est de la lave effusive, donc de type basaltique. Du moins avec une composition de magma à l'origine qui est celle d'un basalte. Problème, comment le champ magnétique terrestre peut-il mettre en évidence la divergence des plaques lithosphériques au niveau des dorsales océaniques? Alors on avait vu dans un autre cours que cette divergence des plaques océaniques au niveau des dorsales était très précisément faite par la géodésie spatiale. Et là on voit un deuxième exemple qui va nous montrer, en fait, qui va nous prouver, en tout cas, qu'il y a des déplacements de plaques océaniques à partir de la dorsale océanique et dans un mouvement de double divergence, un peu comme un tapis roulant, comme un double tapis roulant même. On va en parler. Alors, nous savons qu'en mer, les magnétomètres placés dans des navires océanographiques vont pouvoir mesurer le champ magnétique. Les intensités mesurées du champ magnétique sont soit légèrement plus fortes, ce sont alors des anomalies positives, soit légèrement plus faibles, ce sont des anomalies négatives. Donc les intensités sont soit plus fortes, soit plus faibles. Par rapport aux valeurs théoriques attendues, donc ce sont des anomalies magnétiques. Anomalies magnétiques positives ou négatives.
Une anomalie magnétique est donc, si on voulait donner une définition, un écart entre l'intensité du champ magnétique terrestre mesuré en un lieu donné et la valeur théorique du champ magnétique à cet endroit. L'anomalie peut être positive si l'intensité est renforcée ou négative si l'intensité est diminuée. Ces anomalies magnétiques sont à mettre en relation avec les inversions du champ magnétique terrestre. Lorsque les mesures sont faites au niveau d'une dorsale océanique, nous constatons que leur cartographie forme comme une peau de zèbre. Eh oui, une peau de zèbre. Vous allez comprendre ce que ça veut dire tout à l'heure. Analysons de plus près cette peau de zèbre. Alors, peau de zèbre, vous pensez à un zèbre noir et blanc. Donc ça veut dire, alors je ne dis pas par convention, mais ça veut dire que cette peau de zèbre sera représentée par des traits blancs. Alors il y a eu une coupure là. Analysons de plus près cette peau de zèbre. Les anomalies magnétiques forment des bandes parallèles entre elles et symétriques par rapport à l'axe de la dorsale. Pourquoi ? L'expansion océanique au niveau de l'axe de la dorsale explique cette répartition des anomalies magnétiques. Les roches volcaniques basaltiques se forment au niveau de l'axe de la dorsale, puis ces basaltes s'éloignent doucement à mesure que se forme ce nouveau plancher océanique, un peu à la manière d'un double tapis roulant. De ce fait, on peut repérer et dater les bandes de la peau de zèbre et calculer ainsi la vitesse d'expansion océanique et par conséquent la vitesse de divergence des plaques lithosphériques. Essayons de modéliser ce double tapis roulant avec ces anomalies magnétiques. Alors, je vous explique les choses, donc on va faire les choses de manière très simple, qui vont, je l'espère, vous permettre de comprendre, mais de toute façon, ça ne vous empêche pas de regarder sur Internet à quoi ressemblent ces anomalies, enfin, cette peau de zèbre, en fait, et donc prendre des documents que vous allez pouvoir trouver sur Internet. Alors, faites ce que je vous dis, si vous voulez, bien entendu. Sinon, il ne faut pas écouter la suite si vous ne faites pas le travail. Ou alors vous imaginez. Oui, vous pouvez imaginer, bien sûr. Premièrement, placez un point sur une feuille. Oui, un simple point. Ce point va symboliser un morceau de basalte issu de l'épanchement de lave au niveau d'une dorsale océanique. Donc votre point, c'est un morceau de basalte. Deuxièmement, de part et d'autre de ce point, vous allez tracer deux flèches de même direction, alors sur l'horizontale, donc de même direction, de même grandeur, mais de sens opposé. Et là, vous imaginez bien qu'à partir de ce point, vous allez avoir une divergence de deux choses. Et ce point va symboliser en fait un basalte que l'on trouve au niveau d'une dorsale océanique. Ces deux flèches donc symbolisent le déplacement de deux plaques divergentes créées au niveau de cette dorsale océanique. Troisièmement, placez deux autres points de part et d'autre de chaque flèche, toujours sur la même horizontale, selon la même direction en fait. Et vous placez donc ces deux points à 1 cm par exemple de chaque extrémité des flèches. Ces deux points vont symboliser deux basaltes qui ont été formés, disons, il y a 2 millions d'années, au niveau du rift de la dorsale océanique.
Donc nous voyons que ces deux basaltes ont le même âge, 2 millions d'années. Mais ils sont séparés de part et d'autre de l'axe de la dorsale, c'est-à-dire du rift de la dorsale océanique. Quatrièmement, placés encore plus loin que ces deux derniers points, deux autres basaltes de part et d'autre, donc de ces deux derniers points. Ils ont par exemple 5 millions d'années séparés symétriquement par rapport à l'axe de la dorsale. N'oubliez pas de les séparer symétriquement par rapport à l'axe. Donc par rapport au point d'origine en fait. Cinquièmement, donc vous avez compris que ces points positionnés deux par deux sont à égale distance du rift de la dorsale océanique d'une part, et d'autre part, ils ont le même âge. Le double tapis roulant les a séparés. Alors le double tapis roulant, évidemment, c'est la séparation à partir du rift de la dorsale océanique, c'est la séparation des deux demi-plaques, entre parenthèses. Donc plaque lithosphérique, évidemment. Alors plaque lithosphérique océanique, parce que pour les continents, c'est autre chose. Alors sixièmement, imaginons maintenant que le point d'origine actuel, c'est-à-dire le premier que vous avez placé, donc votre premier basalte, imaginons donc il est enregistré la polarité magnétique actuelle. Imaginez encore que vos deux autres points aient enregistré une polarité inverse, c'est-à-dire les deux points qui sont le plus près des flèches. Et imaginez encore que ces deux derniers points aient enregistré une polarité normale, c'est-à-dire les derniers points que vous avez placés. Donc polarité normale équivalente à la polarité actuelle, où le pôle nord magnétique est bien situé proche du pôle nord géographique. Le pôle nord géographique, vous vous souvenez, c'est le lieu de convergence des méridiens. Alors que le pôle nord magnétique, il se déplace dû à des mouvements qui se réalisent dans le noyau externe, qui contient beaucoup de fer. Donc ça crée un magnétisme à la surface, autour de la Terre. Septièmement, vous comprenez alors que à mesure que se crée la lithosphère océanique basaltique en surface, les roches enregistrent le champ magnétique de l'époque et le fossilisent à mesure que l'éloignement type double tapis roulant se fait. Huitièmement, remplacez maintenant tous ces points que vous avez tracés par des traits et vous obtenez une peau de zèbre. Autrement dit, partant d'une intensité moyenne du champ magnétique terrestre, il existe de part et d'autre de l'axe, donc du rift de la dorsale océanique, des anomalies positives et des anomalies négatives enregistrées par le basalte à mesure de son éloignement selon le modèle du double tapis roulant. Ces bandes que l'on peut représenter alternativement blanches et noires sont bien réparties de manière symétrique de part et d'autre du rift. Chaque bande et sa jumelle ont le même âge et sont situées à égale distance par rapport à l'axe central, c'est-à-dire par rapport au rift. Ces inversions de polarité fossilisées par le plancher océanique, c'est-à-dire la lithosphère océanique, ont pour origine des mécanismes complexes au niveau du noyau externe liquide qui est situé entre 2900 mètres et 5100 km. Alors en TP, en cours, vous avez pu réaliser une expérience que je vais vous décrire globalement. Mais il faut avoir un petit peu plus de matériel, donc vous ne pouvez pas le réaliser ici chez vous. Alors,
Vous pouvez également modéliser la répartition des anomalies magnétiques des fonds océaniques de part et d'autre de l'axe de la dorsale en utilisant un lot d'aimants, des aimants, et une sonde reliée à un teslamètre. Teslamètre, c'est ce qui mesure les Tesla, c'est-à-dire l'intensité du champ magnétique. Alors, vous disposez les aimants symétriquement de part et d'autre d'une ligne médiane centrale représentant le repère d'origine en alternant les pôles magnétiques. C'est-à-dire, une fois vous dirigez nord-sud, l'autre fois d'après vous dirigez sud-nord, etc. Puis vous déplacez la sonde, une fois que vous avez placé vos aimants, que l'on appelle la sonde de Hall, HA2L, reliée au teslamètre au repère d'origine. Ça veut dire que vous déplacez la sonde qui est reliée au teslamètre à partir du repère d'origine. Donc vous faites glisser la sonde le long d'une règle graduée que vous avez pris soin de placer auparavant et qui va représenter les distances par rapport au point d'origine. Donc je disais que vous faites glisser la sonde le long de la règle afin de mesurer le champ magnétique des aimants que vous avez placés de part et d'autre de l'axe d'origine. Alors qui symbolise la dorsale océanique évidemment, mais pour vous c'est un axe quelconque que vous avez choisi et qui est central. Ensuite vous pouvez, donc vous obtenez évidemment des valeurs et vous pouvez exploiter vos valeurs en représentant les résultats sous forme d'un graphique. Et vous verrez que ça rejoint à faire une peau de zèbre et puis à voir que de chaque côté de l'axe central qui représente la dorsale océanique, vous allez avoir une répartition symétrique des anomalies, c'est-à-dire des inversions de polarité, ou bien des polarités normales. Bon, je n'en parle pas, vous avez compris. Alors pour conclure maintenant, qu'est-ce que l'on peut dire? On va résumer. Nous avons montré que les anomalies magnétiques des fonds océaniques représentent des indices géologiques du déplacement des plaques lithosphériques. Alors nous l'avions fait avec la géodésie spatiale, et bien là, les anomalies du champ magnétique terrestre nous montrent que l'on peut également conclure qu'il y a bien un déplacement des plaques lithosphériques et au niveau des dorsales océaniques évidemment de manière symétrique, à la manière d'un double tapis roulant. Les basaltes conservent les caractéristiques du champ magnétique terrestre au moment de leur formation. Alors n'oubliez pas que l'on fait un résumé. Donc je reprends un peu les choses. Des magnétomètres permettent de retrouver la trace fossilisée de ce champ magnétique ancien, appelé champ paléomagnétique. Grâce à l'étude de ces roches, les scientifiques ont montré que la polarité du champ magnétique a subi de nombreuses inversions, c'est-à-dire que aux époques inverses, les pôles magnétiques nord-sud étaient inversés par rapport à la situation actuelle. Un calendrier des inversions magnétiques a été établi et les mesures faites sous les océans au niveau de la lithosphère océanique révèlent des anomalies du champ magnétique. Soit l'intensité est supérieure à la valeur attendue, c'est-à-dire la valeur moyenne attendue en fait, on parle d'anomalie positive, soit l'intensité est inférieure à la valeur attendue, on parle d'anomalie négative. Ces anomalies positives et négatives dessinent en noir et blanc un profil magnétique en peau de zèbre, avec des bandes de largeur variables, globalement parallèles et symétriques par rapport à l'axe ou rift de la dorsale océanique.
Alors l'épaisseur de ces bandes varie évidemment parce que lors d'éruptions volcaniques au niveau de ces dorsales océaniques, en fait, eh bien la quantité de lave émise n'est pas la même à chaque coulée de lave. Bon, c'est pour ça qu'il y a différentes épaisseurs, enfin différentes largeurs de ces bandes que l'on représente au niveau de la peau de zèbre. La mise en relation du profil magnétique du plancher océanique avec le calendrier des inversions magnétiques a permis de dater indirectement les basaltes de ce plancher océanique et de montrer que les basaltes sont d'autant plus vieux que l'on s'éloigne de part et d'autre de la dorsale océanique. La répartition des âges montre que l'expansion océanique s'effectue bien à partir de l'axe, donc du rift de la dorsale océanique. De nouveaux matériaux rocheux, les basaltes notamment, s'y forment, puis s'éloignent latéralement de part et d'autre du rift, et connaissant précisément l'âge des basaltes, on peut alors calculer la vitesse d'expansion océanique et donc la vitesse de divergence des plaques lithosphériques océaniques. Par exemple, la vitesse d'expansion de l'océan Atlantique Nord lors des 2 derniers millions d'années est d'environ 4 cm par an, soit une divergence de 4 cm par an des plaques nord-américaines et eurasiatiques. Le cours est terminé. Merci.